Bonsoir à tous, il est 23h et vous suivez une nouvelle session d'information sur RTI1. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté une communication relative à l'opération spéciale de déguerpissement et de relogement des populations du district autonome d'Abidjan. Des populations vivant dans des zones à risque dénombrées dans une trentaine de quartiers. Depuis 2005, des glissements de terrain ont causé la mort de plus de 340 personnes, soit des pertes en vies humaines de 10 à 15 personnes par an. Le trophée de la CAN 2023 est la somme de l'intelligence et de la ferveur des Ivoiriens pour leur pays. Des propos du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui s'exprimait cet après-midi en marge de la cérémonie de présentation de la coupe au personnel de la primature, une rencontre au cours de laquelle le président de la FIF a fait quelques doléances. Et puis l'on parlera de santé, notamment des jeunes. Une thérapie de médecine nous rapporte des spécialistes rencontrés par nos reporters. Le jeûne, une restriction alimentaire non excessive qui prolonge la durée de vie de l'homme. Un décryptage à suivre dans quelques instants. Et on ouvre ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. La rencontre présidée par le chef de l'État a pris d'importantes dispositions pour le relogement des personnes impactées par les opérations de déguerpissement du district d'Abidjan. Le Conseil a en outre défini de nouvelles modalités concernant le licenciement collectif pour cause économique. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Un projet de loi, 7 projets de décret et 8 communications ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars qui s'est réuni au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a pris d'importantes mesures pour le relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir
de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Il y a des sites qui sont aujourd'hui identifiés. Il y a notamment vers Songon 36 hectares qui ont été identifiés, où on va pouvoir héberger environ 3000 lots de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés qui seront mises à la disposition de tous ceux qui seront déguerpis. Donc voilà les mesures qui sont annoncées véritablement. Et on a parlé aussi d'un bail amphithéotique avec un loyer donc de 10 000 francs par mois. Et au bout, donc ce bail va durer d'une période de 20 à 25 ans, mais au bout, les nationaux pourront avoir la pleine propriété sur ce bail amphithéotique. Voilà l'ensemble des mesures qui sont annoncées. C'est vrai, il y a eu des déguerpissements par le passé qui ont permis de reloger certaines personnes. Vous avez cité quelques sites. Il y a aussi le premier site de Songon, où ceux qui ont été déguerpis dans le cadre de la construction du 5e pont ont été relogés. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. Il n'y aura pas de double inscription. L'administration, c'est une mémoire. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié d'indemnisation, qui ne sont pas partis et qui sont restés, bien qu'ils aient été indemnisés. Les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait de doubles indemnisations. Il y a ceux qui sont partis et qui ont mis leur maison en location là où ils ont été hébergés et qui sont revenus dans des quartiers précaires. Mais si vous avez déjà été identifié, vous ne pourrez pas bénéficier d'un double accompagnement. Toutes les mesures sont prises. La cellule qui est mise à la primature va travailler de façon rigoureuse et parcimonieuse. Donc tout va être fait dans les normes, tout va être fait de façon rigoureuse. C'est une façon donc de dire que s'il y a des gens qui ont déjà bénéficié, qui ont déjà été recasés, ils ne peuvent pas être pris en compte dans l'opération actuelle. Par ailleurs, au plan de l'emploi et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret qui fixe les conditions et les modalités du licenciement collectif pour motif économique. En outre, le Conseil des ministres vient de donner son accord pour la mise en œuvre d'un vaste projet de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Il s'agit, à travers ce recensement, de mettre en place un système d'information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l'État de 2014. Il permettra également d'établir, à terme, une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique. Un autre projet, adossé aux 10 projets, est relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'État. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté à travers un dispositif réglementaire plus adapté et simplifié pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d'affectation de façon à préserver davantage les intérêts de l'État et à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national. Un communiqué du Conseil donnera les autres détails de ce projet de sécurisation juridique. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 10 avril prochain. Du sport, du football avec le trophée de la CAN 2023 qui poursuit sa tournée de présentation. Le personnel de la primature a pu le toucher et le voir de près cet après-midi. Une rencontre qui s'est tenue en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Berémambé. Depuis l'auditorium de la primature, le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Une invitée spéciale ce mercredi à la primature. La Coupe d'Afrique des Nations, venue se présenter au personnel de l'institution. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football de saluer le travail accompli par le chef du gouvernement. Le trophée de la 34e édition de la CAN qui trône sur ce présentoir, que nous avons l'insigne honneur de vous présenter officiellement, n'est que la juste récompense et la récompense divine de tous les sacrifices consentis sans ménagement
par tout un peuple, par ses dirigeants, avec à leur tête M. le Président de la République et son gouvernement. Prenant la parole, le Premier ministre Robert Begley-Mambé a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour sa vision, mais aussi les populations ivoiriennes. Les Ivoiriens sont une fierté pour nous tous. Vous nous donnez envie de travailler encore plus. Vous méritez encore plus. Merci et rendons gloire à Dieu pour demain. Parce que demain sera encore plus grand avec le président Alassane et vous n'avez rien vu encore. Cette coupe est la somme de votre intelligence et de votre ferveur pour votre pays. C'est le résumé de tout ce que vous avez été pour la Côte d'Ivoire. Que chacun de nous savoure cette coupe, mais cette coupe appelle d'autres succès. Le travail ne fait que commencer. Invitant les uns et les autres à travailler davantage à relever les défis à venir, le Premier ministre a pour finir annoncé une grande réception à l'endroit des hommes et femmes de médias qui ont contribué au succès de cette CAN 2023. Du sport toujours avec la Côte d'Ivoire qui accroche sa première médaille d'or aux 13e Jeux africains d'Accra. Au Ghana, c'est le pratiquant de MMA Prince Aka Miezan Mensa qui a hissé le drapeau ivoirien au plus haut niveau. D'autres athlètes ont aussi décroché des médailles d'argent et de bronze. Envoyés spéciaux à Accra, Walter Amadou Ouattara et Ambroise Assema. C'est la toute première fois que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est entendu à ces 13e Jeux africains. L'honneur revient à l'Ivoirien Prince Aka Miezan Mensa, athlète d'art martiaux mixte qui a battu au point son adversaire béninois Jacques Juston Sewanou, 29 points contre 26, décision unanime des arbitres. Dans la même soirée et dans la même discipline, Lotte Dagofani, catégorie de 120 kg, a empoché la médaille d'argent. Au titre de 85 kg, la seule couleur bronze ivoirienne pour l'instant est signée Yao Marcel. Ici encore, le public a jubilé au son du célèbre coup du marteau. Jour de fête. Avec 712 licences professionnelles et 1300 amateurs recensés, la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes FIAM, dirigée par Jackson Parfait Tapé, compte étendre très bientôt ses activités et les recrutements à l'ensemble du territoire ivoirien. Dans la mi-journée, en judo dames de moins de 57 kg, la Côte d'Ivoire a raté de justesse une médaille d'or. L'international judokate Zuleila Dabon Abzeta, appelée Zoul, était opposée à la sud-africaine Jasmine Martin. Avec la deuxième place, Zoul s'en sort avec une médaille en argent. J'ai fait 4 combats, j'ai gagné tous les 3 combats. Je gagne le premier par hippon, le deuxième où je donne 3 cartons rouges à mon adversaire. Et puis la demi-finale, je fais un beau hippon. Bon, la finale, après, ce hippon que je prends, après, j'avais plus le choix. Il fallait que je tente. J'ai dit pour moi, cette compétition, c'était pour voir comment j'aborde le championnat d'Afrique. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. À ces 13e Jeux africains à Accra, au Ghana, la Côte d'Ivoire totalise ainsi 6 médailles. Une or, 4 en argent et une en bronze. Direction Yamoussoukro avec le calendrier de travail du Sénat pour la première session 2024 qui est connu. Il a été voté à l'unanimité par les parlementaires au cours d'une session en plénière. Du 13 mars au 19 juin, les sénateurs auront donc à débattre de 14 projets de loi soumis par les membres du gouvernement. Retour sur le temps fort de la séance plénière d'adoption avec Kader Sogodogo. Les sénateurs sont en séance plénière pour se doter d'un calendrier de travail. Celui de la première session 2024. Il couvrira la période du 13 mars au 19 juin. La séance plénière, présidée par Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, fait suite à la réunion de la conférence des présidents. Le calendrier de travail soumis comporte 14 projets de loi dans divers domaines, santé, construction, justice, budget, etc. Il a été approuvé par acclamation. Les 14 projets de loi passeront devant les commissions.
Nous avons essentiellement 2 projets de loi. Je dirais un projet de loi et un débat d'orientation budgétaire. Le projet de loi concerne la dette et la politique de la dette en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous aurons le débat d'orientation budgétaire. Vous savez que la reprise chez nous en octobre concerne le vote de la loi de finances. Donc le débat d'orientation budgétaire qui se base sur le document de programmation budgétaire économique qu'on appelle le DPEP, qui est triennal, nous permet d'avoir les grands ancrages au niveau de l'économie, au niveau des finances, qui nous permet d'apporter notre vision sur le budget qui va être mis en place à partir d'octobre. Pour le calendrier qui vient d'être adopté, nous verrons passer 3 ministres. Le ministre Bruno Nabagé Koné, le ministre Vagondo Diomandé et le ministre Demba Pierre, avec au total 5 projets de loi, au nombre desquels, cite pêle-mêle, l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des chirurgiens dentistes, entre autres. Voilà un peu ce que nous aurons à débattre au niveau de notre commission. Le premier à se présenter sera le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba sera porteur des projets de loi portant exercice de la médecine et celui relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale démontre sa générosité au COSIM. Adama Bictogo a fait un don de vivre au Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, un élan de solidarité et de partage en ce mois de Ramadan. Mahama Traoré. Durant le jeûne du Ramadan, solidarité et bienfaisance sont recommandées. Des valeurs pratiquées par l'Assemblée nationale, le président de l'institution fait ainsi don de 3 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et des dizaines de cartons de lait au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Dans l'islam, il y a 2 types de prières qu'on peut faire. Il y a des prières qu'on fait en présence de celui qui vous fait du bien. Mais les prières les plus fortes, c'est quand la personne n'est pas là, que tu es seul dans ton intimité. C'est ce que je voudrais demander aux imams pour notre frère Alhaj Adama Bictogo et tous ses collaborateurs. Le Ramadan survient quelques jours après la tenue à Abidjan de la conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique. Si nous avons pu réussir cette conférence, je voudrais faire de vous les personnes en charge de dire merci à un homme. Il s'agit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais la meilleure gratitude, ce sont les prières que vous allez faire pour lui, pour que Dieu soit au rendez-vous de la santé pour lui, que Dieu soit à ses côtés de tout ce qu'il entreprendra pour notre pays et que Dieu lui permette de conduire le bateau ivoire autant de temps qu'il le pourra. Débuté le 11 mars, le jeûne musulman va durer 29 ou 30 jours. Les communautés catholiques et musulmanes de Côte d'Ivoire sont engagées depuis quelque temps dans le carême et le jeûne du Ramadan, un moment de pénitence et de partage, mais surtout de privation pour des pratiques saines, gage de bonne santé tout le long de cette période. Nos reporters ont obtenu pour vous quelques astuces et conseils. Un sujet d'Alexis Ouedraogo. Le jeûne consiste à s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson pendant une période précise. Aux côtés de son rôle central dans les pratiques culturelles et religieuses, il reste considéré comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine. Le fait de priver le corps de nourriture, il fait ce qu'on appelle l'auto-épuration. Il permet au corps de rajeunir, d'éliminer les déchets et de consommer ce qui traînerait dans le corps comme déchets. Voilà. Donc le jeûne est recommandé, mais sous surveillance médicale. Le jeûne est important, mais il y a bien sûr certaines limites. On ne jeûne pas pendant 24 heures sans boire et sans manger. C'est violent pour le corps. Et surtout, ce qui est très important de noter, un jeûne, ça se prépare. Régulation de la glycémie, contribution à la prévention des maladies cardiovasculaires. Le jeûne est-il toutefois sans danger pour tout le monde? Quand on fait le jeûne, c'est comme si on suspendait le réapro en eau et en nourriture. Donc, pour les chrétiens, c'est un peu dilué, plus on peut boire selon les principes. Donc, il faudrait tenir compte de boire beaucoup d'eau au cours de la journée.
au niveau de la nourriture, c'est de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les aliments vivants, ce qui est naturel. Et moi, j'aime bien la poudre de baobab, qui est une mine d'or. La poudre de baobab, de moringa, c'est aussi une mine d'or. On a le tchongon, qui est aussi une mine d'or. Les chrétiens et les musulmans jeûnent de 2 façons différentes. Avant le lever du jour, on mange consistant, on mange bien pour se préparer à la journée et on boit beaucoup d'eau. Ensuite, quand on rentre de cette journée, la journée se couche, il fait nuit, on commence à manger en famille. Qu'est-ce que je recommande? Beaucoup de légumes crus, des salades de légumes crus, pas de fruits. Les fruits se mangent le matin. On peut manger un repas cuit, comme du riz, des pâtes, etc., des sauces gnangnan, guaguassou, mais en petite quantité. Un très bon conseil que je veux vous donner, la viande rouge ne se consomme pas le soir. On consomme le soir de la viande blanche, pintade, lapin, poulet, et on consomme aussi beaucoup de poissons ou de fruits de mer. On retiendra que le jeûne n'est donc pas recommandé aux personnes en sous-poids, souffrant de troubles de l'alimentation, enceintes ou allaitantes. Un mot de religion à présent. Dans la région du Sud Comoé, les représentants du COSIM ont lancé une campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Une campagne qui va durer 3 semaines environ, 21 jours de sensibilisation, de prière et de bénédiction pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Demadongui, connaît pas Grassoro. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques du Sud Comoé, depuis le 17 février dernier, sillonne département, sous-préfecture et village de la région. Objectif, véhiculer les messages de paix, du vivre ensemble et de cohésion. Dans chacune des localités visitées, l'homme dédié s'est entretenu avec les populations, les autorités coutumières, politiques et préfectorales. Et c'est la ville historique de Grand Bassam qui a constitué la dernière étape de cette campagne de sensibilisation. Nous travaillons selon la vision de Cheikh Oulaïma, Ousmane Diakité, qui nous instruit et nous a même confié un certain nombre de missions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons demandé à ces imams-là d'être les vrais ambassadeurs de paix auprès de leur population, de prêcher la paix et de tout faire pour réconcilier. Vous savez, quand on est imam non seulement pour sa mosquée, pour sa communauté, mais on est imam aussi pour tout le monde. Dans la mosquée, on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de communauté et même on ne parle pas de rang social dans les mosquées. Cette initiative de l'imam Moussa Dramé, saluée par le représentant du président du conseil régional du Sud Comoé. Il a au nom de Dr Aka Aoulé exhorté les imams à multiplier invocations et prières pour la paix en Côte d'Ivoire, gage de toute stabilité. Le président Aka Aoulé voudrait souhaiter un bon mois de Ramadan. Il nous invite à cette occasion de multiplier les invocations et les prières pour que la paix et la stabilité continuent de régner en Côte d'Ivoire, ce qui génère nécessairement le bonheur et la prospérité au bénéfice de tous et de chacun. Un message appuyé par le corps préfectoral qui s'engage à accompagner les guides religieux dans leurs différentes missions de paix. L'ensemble des membres du corps préfectoral de la région sont à vos côtés pour vous aider à conduire votre mission de paix dans notre région, paix si chère à notre pays. Lecture coranique et bénédiction étaient au cœur de cette cérémonie marquée également par l'intronisation des 108 imams de la région du Sud Comoé. Ils auront la charge de guider la communauté musulmane selon les prescriptions du Noble Coran. Sur un tout autre plan, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'emploie à orienter les jeunes filles vers les filières industrielles. Celles-ci constituent en effet plus de la moitié des jeunes en formation professionnelle, des jeunes filles qui trouvent d'ailleurs peu d'intérêt au métier du secteur. Didier Nguisson. Si les jeunes filles représentent 51% des effectifs en formation professionnelle, elles ne sont que 16% à s'orienter dans les filières industrielles. Cette journée vise à les mobiliser davantage et à leur présenter les opportunités de formation et d'insertion professionnelle dans l'industrie. Laetitia Ouattara, vice-présidente de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, partage avec elle son parcours professionnel. Elles ont les mêmes forces et les mêmes compétences que les hommes. Il ne faut pas qu'elles ne souffrent d'un quelconque complexe d'infériorité par rapport aux hommes dans ces filières-là qui sont dites réservées à des hommes ou en tout cas plus accessibles à des hommes. Donc il faudrait qu'elles brisent le plafond de verre, mais aussi qu'elles puissent être performantes et
se démarquer par l'excellence de leur travail. Le certificat de qualification, le brevet de technicien, le BTS sont autant de formations proposées dans les métiers de la plomberie, de l'électricité industrielle et de la mécanique, entre autres, qui pourraient intéresser les jeunes filles. Il est bon, au travers de notre cellule de gens qui est rattachée au cabinet, de parler à nos apprenantes pour qu'elles s'intéressent et adresser aussi à nos jeunes filles qui sont encore dans les classes d'enseignement général de s'intéresser aux métiers professionnels qui sont des mines d'or du point de vue de l'insertion professionnelle. Le taux d'insertion dans les filières industrielles est de 80% selon le directeur général de la formation initiale. Un atelier dirigé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, a présenté le plan d'action de l'année 2024, un plan qui repose sur l'implémentation de la démarche qualité au sein de l'inspection générale des services de l'administration du territoire. Un reportage de Frédéric Oulaï dans un commentaire d'Abou Sanogo. L'implémentation de la démarche qualité au sein de l'inspection générale des services de l'administration territoriale, projet ambitieux au menu des réflexions initiées par l'inspection générale des services de l'administration territoriale. Cette rencontre, à laquelle prennent part les collectivités locales, planche sur l'adoption du plan d'action 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, a exprimé sa volonté d'accompagner l'initiative en vue d'élaborer un instrument performant. L'adoption d'un plan d'action qui prendra en compte toutes les attributions permettra à coup sûr à l'IGSAT d'être davantage efficiente dans l'accomplissement de ses missions. Par l'organisation de l'atelier qui nous réunit ce jour, j'ai la ferme conviction que vous êtes engagés dans la bonne direction à travers les signaux positifs que nous recevons de plus en plus de vous. Je voudrais donc vous encourager à persévérer dans cette voie afin de maintenir le cap de la performance. Contrôler le fonctionnement normal et réguler les services centraux, les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont les missions assignées à l'inspection générale des services de l'administration territoriale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, a mis à profit l'ouverture de ce séminaire pour traduire sa reconnaissance à ses lieutenants de l'administration territoriale pour leur engagement au service de l'État. On reste dans le domaine de la sécurité avec ce séminaire de réflexion de la police nationale. Les acteurs se sont réunis à Yamoussoukro pour améliorer la qualité de leurs prestations au profit des populations. Les travaux vont durer 3 jours. Abou Sanogo. La police nationale fait le diagnostic de ses actions, d'où un séminaire de réflexion de ses services pour réarticuler ses stratégies sécuritaires. Réunis à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro, les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les préfets de police et leurs partenaires au développement mènent la réflexion. Ici, il s'agira de définir une méthodologie efficace de gestion des personnels de la police nationale et définir ses priorités utiles à une bonne progression vers les objectifs de sécurisation des personnes et des biens en 2024. Pour cet exercice, la police nationale bénéficie de l'appui du PNUD. Le PNUD poursuivra son engagement à accompagner les institutions sécuritaires nationales, notamment la police, dans leur quête permanente de renforcement du sentiment de sécurité des populations, conformément au plan national de développement 2021-2025. Ce séminaire de réflexion va définir des stratégies efficaces de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, se félicitait des résultats obtenus en 2023. Les services de police ont relevé, avec professionnalisme, plusieurs défis sécuritaires majeurs, à savoir la sécurisation réussie des élections régionales et municipales qui ont eu lieu le samedi 2 septembre 2023, la sécurisation des fêtes de fin d'année, la sécurisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Satisfait de l'engagement des fonctionnaires de police, accompagnés des autres forces de défense et de sécurité. Je voudrais adresser mes vives félicitations à l'ensemble des forces ici présentes. Quant aux représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a invité les participants à définir un cadre d'orientation de leurs actions sur la base des acquis et des défis sécuritaires actuels. Compte tenu des résultats attendus,
J'ai bon espoir que les travaux de ces assises permettront d'élaborer des ébauches de solutions bien adaptées pour apporter des réponses efficaces aux problèmes sécuritaires. Outre le PNUD, les services de police bénéficient également de l'appui des partenaires au développement, notamment la JICA, la GIZ, les ambassades de France et des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le séminaire s'achève dans 3 jours. Les principaux acteurs du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle étaient à Yamoussoukro. En présence du ministre Pierre Dimba, ils ont dressé le bilan de l'année 2023. Les perspectives pour 2024 ont été présentées. Les précisions de Kader Sogodogo. Les principaux acteurs du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en conclave à Yamoussoukro. Un séminaire en vue de faire le bilan de l'année 2023 et de planifier les perspectives pour cette année 2024. À cette occasion, le ministre de tutelle Pierre Dimba réitère les 3 orientations de sa vision pour rendre le système de santé ivoirien plus efficace et plus résilient, notamment le renforcement de la gouvernance et le financement, améliorer l'accessibilité et la qualité des soins aux populations, intensifier la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies. La santé est un pilier important du développement de notre pays, tel que voulu par le chef de l'État dans sa politique Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, depuis bientôt 3 ans, nous travaillons à améliorer le système de santé de notre pays pour le rendre plus efficace et plus résilient. Satisfait du bilan de l'année 2023 présenté lors de ces séminaires, avec notamment la construction de plusieurs centres de santé, le renforcement de plateaux techniques, le recrutement de personnel médical, le premier responsable de la santé entend maintenir cette tendance du progrès du système sanitaire afin de contribuer au développement du pays. Pour le ministre Pierre Dimba, les dispositions pour relever les défis existent. Nous avons pris donc des dispositions pour relever les défis, parce qu'il y a encore des défis importants dans le secteur de la santé, et notamment pour accroître notre capacité d'absorption des financements que nous recevons, pour achever les chantiers en cours, tels que le programme hospitalier, pour achever la réforme hospitalière, pour que nos établissements fonctionnent à l'image des sociétés privées. Mais également, nous allons renforcer le déploiement de la couverture maladie universelle, pour que partout en Côte d'Ivoire, ce soit effectif et que les gens puissent se soigner. Cette rencontre, essentiellement basée sur le bilan de l'année 2023 et la planification des perspectives de 2024 du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a été également le cadre pour mettre tout le personnel de santé en mission. Objectif, travailler pour le bien-être sanitaire de toute la population. Par ailleurs, le panier de soins proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a été présenté récemment aux populations de Grand Laou. L'objectif de la campagne de sensibilisation est d'encourager les populations à se faire enrôler massivement à la CMU. On en parle avec Lansine Bakayoko. Avec quelle pièce d'identité peut-on se faire enrôler? Quels sont les sites d'enrôlement? Quels sont les établissements sanitaires auxquels donne accès à la carte CMU? Quelles sont les maladies prises en charge? Autant de questions pour lesquelles les populations de Grand Laou ont obtenu des réponses. Nos populations ont besoin d'être soignées, d'être prises en charge au niveau médical. Et en ce sens, nous pensons que la CMU est une très bonne chose. Le maire de Grand Laou, Ali Sissoko, s'est réjoui de la tenue de cette campagne de sensibilisation qui permet d'accroître le nombre de personnes enrôlées à la CMU dans sa commune. Le gouvernement a prévu un dispositif pour les populations les plus vulnérables. Donc, ce que nous demandons à nos parents, c'est vraiment de s'inscrire dans cette dynamique. Parce que le chef de l'État l'a dit, ce n'est que des populations en bonne santé qui peuvent être des précurseurs pour le développement de nos localités. Des mesures ont été prises pour vulgariser l'opération. On a prévu un espace au niveau de la mairie pour en faire un centre d'enrôlement. Et donc, demander aux populations de venir, c'est-à-dire au-delà du centre qui était au sein de l'hôpital général, on aura un autre centre d'enrôlement, peut-être plus ouvert pour toutes les populations. Un grand nombre de personnes a profité de l'occasion pour se faire enrôler.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, Ousmane Sonko, opposant politique, et Sosongo Bassirou Diomaye Faye, également candidat à la présidentielle du 24 mars, pourrait être libéré sous peu. C'est l'une des directives du président Macky Sall lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars. Il a enjoint à son gouvernement d'appliquer la loi d'amnistie générale dès son entrée en vigueur. Au Rwanda, la plus célèbre des opposants au président Paul Kagame ne pourra pas se présenter au présidentiel en juillet. C'est le verdict de la Haute Cour de justice ce mercredi. Pour justifier leur décision, les 4 juges présents ont surtout invoqué des raisons procédurales. La loi prévoit un délai de 5 ans après certaines condamnations pénales pour retrouver les droits civiques. Ngabire avait été libéré suite à une grâce présidentielle en 2018, il y a tout juste 5 ans. Mais selon les juges, elle devra atteindre la fin de la durée initiale de sa peine et 5 années supplémentaires pour reconquérir ses droits civiques. Et voilà, c'est tout pour ce soir. On éteint les lumières et on se dit à demain pour des nouvelles d'ici et d'ailleurs, toujours sur RTI 1. Bonsoir.